Il y a quelque temps, je vous avais fait une vidéo pour vous parler de ma difficulté à jouer à des jeux de rôle qui proposent un énorme background. Et en particulier, un énorme background quand je l'aime bien, parce que j'ai envie de le respecter, peut-être un peu trop. Je vous avais parlé pour ça d'un exemple, celui de Degenesis, pour lequel il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne. Et à la fin de cette vidéo, je vous avais proposé de me dire chacun ce que vous aviez comme petite technique, petit machin à me filer pour passer ce cap qui, en réalité, est uniquement psychologique. D'ailleurs, il y a pas mal de gens, plutôt que de proposer une technique à proprement parler, qui ont proposé, on va dire, une sorte de vérité ou de phrase pas bête du tout. Donc en fait, j'ai envie de revenir un petit peu sur cet épisode, la suite que j'en donne, les trucs en fait assez cool, parce qu'il y a eu énormément d'interactions, donc pour ça je vous remercie. On a eu sur Discord, il y en a eu dans les commentaires de la vidéo précédente sur YouTube. Il y a eu beaucoup de partage autour de cette question. J'ai choisi quelques trucs et je veux vous en parler. Donc dans cette vidéo, concrètement, je vais vous donner d'autres manières, réflexions, petits trucs pour aborder le fait de jouer sur un univers agro-background. J'ai envie de commencer plutôt par, non pas des techniques, mais des sortes de trucs qui sont une évidence en fait. La première chose, c'est que c'est pas nécessairement un problème du jeu, honnêtement. C'est un problème de réussir à s'aligner avec le jeu. C'est la sensation que j'ai, puisque ces jeux à énorme background, avec plein de secrets, etc., trouvent un public. Probablement que, effectivement, ce gros background, etc., c'est une barrière à l'entrée pour un certain nombre de joueurs qui ont du mal avec le fait de se plonger dedans. Raison numéro 1, quand il y a beaucoup de background à lire, est-ce que j'ai envie de lire tout ce background? Première chose. J'avoue que moi, en général, non. Si je me suis posé la question, c'est parce que j'ai trouvé un univers à gros background que j'ai lu et relu et que j'ai adoré. Mais effectivement, il n'est pas réaliste, à mon avis, de penser que vous allez pouvoir mener 2 fronts, 4 campagnes dans 4 univers à énorme background, à moins que finalement, au fil de vos années de jeu de rôle, en fait, vous maîtrisiez, par exemple, pendant 1 an sur un univers à gros background, donc il est bien dans votre tête, puis l'année d'après, vous faites un autre univers à gros background, il est bien dans votre tête, et au bout d'un moment, c'est un peu comme si vous aviez vu tous les films ou lu tous les livres d'une licence, et vous commencez à maîtriser 4-5 univers, et donc en fait, vous les jouez à l'instinct, quoi, parce que vous y avez déjà joué plein de fois. Mais là où je voulais en venir, c'est que pour moi, il y a vraiment une distinction entre un jeu qui n'est, on va dire, qu'un jeu, c'est pas péjoratif. Par exemple, Shadow Dark, typiquement. Shadow Dark, il n'y a pas d'univers, vous jouez des petits modules et tout, paf, enfin, vous pouvez jouer tout de suite. Ou bien, par exemple, des jeux Powered by the Apocalypse qui viennent sans univers, où en fait, tout se passe au travers de la conversation, au travers du jeu. Ces jeux-là, effectivement, ils sont plus, j'ai envie de dire, plug and play. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le livre, vous le lisez, vous commencez à jouer, quitte à faire des erreurs sur les règles, etc. Mais en fait, voilà, vous n'êtes pas obligé de revenir au livre régulièrement. Il n'y a pas plein de choses à mémoriser si vous avez les aides de jeu, si vous suivez les règles, quoi, vous êtes à peu près sûr d'être dans les clous. Alors qu'un univers à gros background, ça demande de le lire, de s'en souvenir, de réussir à partager les connaissances sur cet univers à vos joueurs, etc., etc. Donc c'est vraiment 2 catégories de jeux différents. Et je pense que voilà, c'est pas exactement, même pas du tout, probablement, le même exercice. Pour autant, même si c'est des jeux différents qui demandent une approche différente, ça reste des jeux de rôle qui sont joués par des gens. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que, par exemple, moi, là où je vais voir un problème, vous voyez, je vais prendre une game comme Symbaroum, je vais avoir un énorme blocage à jouer à Symbaroum, parce que dans le livre de base, il y a plein de mystères, mais il n'y a pas la réponse aux mystères. Moi, c'est psychologique, j'arrive pas à jouer au jeu, je m'empêche de jouer au jeu, parce que j'ai peur de dénaturer cet univers. Et pourtant, ceux qui auront vraiment joué à Symbaroum, etc., probablement, pour beaucoup d'entre eux, auront commencé à jouer avec le premier livre. Certains se seront arrêtés assez rapidement en attendant la sortie des autres livres, mais d'autres auront juste continué, tissé leur truc, etc. Et donc, en fait, on voit bien que c'est une position, entre guillemets, par rapport au jeu qui est vraiment en question. Il y a des gens pour qui ça va être insupportable de commencer à jouer au jeu sans tout comprendre, et d'autres pour qui ça va être largement plus supportable, qui sont même peut-être accoutumés à cet exercice, parce qu'en fait, vu que eux, ça leur a jamais posé problème à la base, les techniques, entre guillemets, qu'ils auront développées, c'est peut-être justement pour, en ayant commencé à jouer au bouquin et en ayant peut-être trahi en partie le lore du premier bouquin, à la sortie des nouveaux bouquins, de faire le choix de est-ce que je mets à jour mon univers avec les mises à jour de la gamme, ou est-ce que je continue sur ma lancée. Et donc, le truc à retenir, en gros, je dirais, et que je trouvais sympa comme formulation, c'était quelqu'un qui disait, grosso modo, que, en fait, d'une certaine manière, jeux de rôle qui ont un lore épais, à chaque table, ils sont différents. Ils sont différents, même s'ils partent tous de la même base, même tous de la même idée. En fait, on peut un peu accepter cette idée que finalement, il y a un multivers, en fait, qui serait à partir du moment, et c'est d'ailleurs pareil avec les films, etc., comme n'importe quelle œuvre, 1, 2, 3, à partir du moment où vous donnez un truc à quelqu'un qui fait genre 600 pages,
ou que vous mettez une série de 8 saisons, de 10 épisodes sur un univers, etc., à un auditoire, l'expérience que chacune de ces personnes va avoir avec l'œuvre en question va être différente. Les souvenirs, les trucs qu'ils vont considérer importants, pas importants, vont être variables. Et en fait, au moment où l'auteur passe l'univers qu'il a écrit au public, il fait exploser son œuvre et ça crée plein de nouveaux univers, entre guillemets, qui sont tous partis de la même base, mais qui sont tous un petit peu différents. Et donc, garder cette idée en tête, j'aime bien. Ça met un petit peu, vous voyez, ça restructure un petit peu mon cerveau comme il faut, quoi, pour accepter le fait de péter le canon. Et ce qui est intéressant, c'est l'idée aussi que, admettons, vous soyez un fan hardcore de l'univers de Symbaroum. Je vais reprendre l'exemple de Symbaroum pour pas tout le temps parler de Genesis, vu qu'on va en parler dans d'autres vidéos, et écoutez, on va essayer de faire un peu varié. Si je suis un fan hardcore de Symbaroum, que j'ai commencé à jouer à la première heure, j'ai peut-être entamer une campagne avec un groupe. Puis en fait, je suis tellement fan que j'ai entamé une campagne avec un deuxième groupe. Et ben, même à ce moment-là, si ça tombe, je vais avoir 2 versions de Symbaroum différentes que je joue en même temps. Une où je suis parti avec un lore incomplet et donc j'ai dû boucher les trous et continuer à jouer dans ce lore incomplet, etc., en venant greffer les nouveaux trucs qui sortent dessus. Et une autre campagne peut-être de Symbaroum qui, elle, a commencé, je sais pas moi, 2-3 ans plus tard, où j'avais plus d'informations sur le lore et donc où du coup, la version de l'univers à laquelle on joue a moins dérivé par rapport à la gamme à laquelle on joue. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je trouve que cette idée, elle est intéressante. Maintenant, on va aller dans des trucs un petit peu plus, des petites techniques, quoi. Donc il y en a une que je trouve intéressante. Je crois que sur Discord, c'est Jean Dindon qui l'a partagé. Que je trouve pas forcément applicable à toutes les situations, mais qui reste intéressante. En gros, c'est l'idée qu'il y a pas mal d'univers, on va dire, avec un gros background, que vous pouvez faire découvrir à vos joueurs sans leur donner trop d'informations sur l'univers, parce que ces univers ont un bon axe de découverte. D'ailleurs, je crois que c'est l'exemple qu'il avait donné. Par exemple, l'univers de Vampire la Mascarade. L'univers de Vampire la Mascarade, c'est un vieil univers où il y a plein de bouquins qui sont déjà sortis, plein de lore, plein de factions, plein de machins, plein de trucs. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est un énorme univers. Si je veux embarquer mes joueurs là-dedans, c'est compliqué, il faut qu'ils lisent des trucs, il faut qu'ils comprennent des trucs, etc., etc. Mais en fait, j'ai envie de dire que pour un univers comme Vampire, c'est pas tellement le cas. Parce qu'en fait, dans un univers comme Vampire, vous pouvez jouer le fait de devenir un vampire. Ça, c'est une première chose. Ce qui fait qu'en fait, avant de commencer la campagne, vous n'avez pas besoin nécessairement de connaître le lore de vampire. Au départ, vous jouez potentiellement un humain. Vous pouvez décider de faire un groupe où on joue tous des humains qui ne savent rien du monde des vampires. Donc du coup, il y a quasiment aucune lecture préalable à avoir à faire avec les joueurs parce que quand on va commencer à jouer, leurs personnages sont au même niveau que les joueurs. Mais genre exactement le même pour le coup, si vous jouez à l'époque contemporaine. C'est-à-dire que vous avez juste rien besoin de leur dire. Vous pouvez dire, invente un personnage du monde contemporain, tu sais juste qu'à un moment donné, tu vas te faire kékro par un vampire et que ça va commencer. Mais voilà, c'est tout. Un autre exemple, ce serait par exemple un jeu comme je sais pas moi, vous jouez dans l'univers, on va prendre un truc post-apocalyptique pour comparer avec des Genesis, dans un univers comme Fallout. Si vous jouiez dans un univers comme Fallout, admettons que vos joueurs ne connaissent pas l'univers de Fallout, bon, pour les hyper un petit peu, d'ailleurs c'est la même pour Vampire, vous pouvez leur montrer quelques illustrations, leur présenter quelques concepts, vous n'êtes pas obligé de garder le mystère sur tout. Ils savent qu'ils vont jouer à un jeu post-apo et tout, mais dans un univers comme Fallout, vous pouvez tout à fait les faire se réveiller dans un abri, et encore une fois, ils ne savent rien. À la limite, dans un univers comme Fallout, si vous voulez leur donner quelques souvenirs, il faut se souvenir un petit peu de la situation au moment où les gens sont rentrés dans les abris dans Fallout, quoi. Vous pouvez donner ça aux joueurs à la limite. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que même si l'univers de Fallout, finalement, peut s'avérer très exotique pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Fallout, est quand même beaucoup moins probable que pour des Genesis, par exemple, 2 univers post-apocalyptiques, il y a beaucoup plus... Fallout, c'est beaucoup plus classique, en fait. Bien sûr, il y a des twists, il y a des tropes et tout, mais c'est beaucoup plus l'image de ce qu'on se fait du post-apocalyptique, et il y a beaucoup plus de gens qui auront vu la série, joué aux jeux vidéo, etc., etc. Mais peu importe, je me disperse totalement. Ce que je veux dire, c'est que si les mecs qui se réveillent dans un abri et qui découvrent au travers des yeux de leur personnage, au même niveau que leur personnage, le monde et les trucs exotiques de ce monde, eh ben ça fit très très bien et vous n'avez pas besoin de leur donner beaucoup d'informations en avance. Par contre, pour terminer sur cette histoire, je pense que sur un univers comme Dead Genesis, ce conseil, pour moi, en tout cas dans ma vision du bousin, s'applique un petit peu moins parce qu'en fait, il y a énormément de choses à jouer dans Dead Genesis. Vous pourriez tout à fait jouer des gens, il y a des possibilités dans le lore. Vous pourriez jouer des gens qui ont des pertes de mémoire, des trucs comme ça. Vous pourriez jouer des gens qui ont grandi dans un petit endroit isolé et du coup, ils connaissent pas le fonctionnement du monde et tout. Mais finalement, ce que ça ferait, c'est que ça étirerait beaucoup, je trouve, le temps nécessaire, commencer à jouer à ce qui fait un peu le sel de Dead Genesis selon moi, c'est-à-dire des relations entre plein de factions et tout. Et puis surtout, en fait,
Comment expliquer? Je suis pas sûr que ce soit la proposition que j'ai envie de jouer dans Dead Genesis, de jouer. Vous êtes tous dans un petit village, vous savez rien du monde et on est parti. Ou bien vous êtes amnésique et vous vous réveillez dans l'univers de Dead Genesis. L'univers de Dead Genesis, il est très très exotique, beaucoup plus exotique qu'un Fallout ou qu'un truc comme ça. Et il est complexe et il y a beaucoup d'interactions entre plein de factions, etc., etc. Et je pense qu'il y a plus intéressant à jouer que l'amnésie là-dedans. Et donc je pense que dans un univers comme Dead Genesis, moi je préférerais quand même donner des informations. Tout se passe dans le dosage de ces informations. Ça va être la suite. Je peux pas me contenter de dire on va jouer dans un truc post-apo, je vous explique rien, on joue à Dead Genesis. Je pense que je passerai à côté de la proposition de Dead Genesis. Puis imaginez, à chaque fois que je lancerai une campagne de Dead Genesis ou un one-shot de Dead Genesis, etc., ce serait repartir de zéro. Non, je pense qu'il y a moyen de plus se plonger dans le truc un peu en amont de la campagne. Parce qu'il va être effectivement, à mon avis, nécessaire pour être assez juste. Vous voyez, je suis pas en train de dire qu'on cherche une sorte de forme de perfection, etc., mais pour se sentir confortable assez rapidement, genre au bout de une ou deux parties, dans un univers où il y a beaucoup de codes qui changent, je pense que c'est pas mal d'avoir des informations bien sélectionnées avant la partie ou entre les parties, en plus des choses qu'on va découvrir pendant la partie, pour tout de suite avoir l'impression de pas avoir démarré un jeu vidéo, quoi. Ou l'impression d'être un spectateur de ce qui se passe dans les premières parties, pour avoir plus rapidement, pas instantanément, mais plus rapidement l'impression de jouer un personnage dont on peut à peu près comprendre sa place dans le monde et ce qui se passe autour de lui. Donc pour résumer, je dirais que ça dépend vachement des univers. Il y a des univers, et d'ailleurs j'en avais parlé dans une vidéo une fois, que j'avais envie de faire une campagne réveil de gens amnésiques dans un monde complètement différent. Cette idée-là, je me souviens, je sais plus comment s'appelle la vidéo. Mais je pense que pour jouer à Dead Genesis, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je pense que par contre, il y a d'autres univers à gros background où ça se passe très très bien. Typiquement des univers, on va dire, plus fantastiques. C'est-à-dire, on est dans un monde normal que tout le monde connaît, et à un moment donné, il se passe quelque chose qui change et on découvre un autre monde. Ça, c'est très très cool pour du gros background. Ok, maintenant ça va être un petit peu plus rapide. Il y a l'idée de jouer des scénarios one-shot en amont. Ce que je trouve sympa dans le fait de jouer des scénarios one-shot en amont, dans un truc à gros background et tout, c'est que vous pouvez effectivement, et c'est une idée que j'ai déjà commencé à exploiter en réalité, puisque je jouais pas mal de one-shot dans des Genesis, mais que je voyais souvent tourner pour des gens qui voulaient faire du bac à sable dans des univers, etc. C'est l'idée de faire une sorte de petit tour de tourisme. Je crois que c'est Bounia maintenant sur Discord qui parle souvent de ça. Des petits tours de tourisme. C'est-à-dire qu'avant de lancer une grosse campagne, je sais pas, lui je pense c'est surtout du Shadowrun ou des trucs comme ça. C'était peut-être sur du Terre d'Aran. Peu importe, avant de lancer une grosse campagne, de proposer une création de personnages, etc., pour que les joueurs ils comprennent un peu plus les ambiances, les tenants et aboutissants du truc et tout, bah, il leur faisait jouer des petits one-shots à différents endroits du monde, etc., pour leur donner le goût à l'univers déjà. Ça permet aussi en amont de voir si les gens ils aiment bien, avant de commencer à leur demander de s'investir plus en leur donnant potentiellement du lore à lire, des trucs comme ça. Jouer des trucs un peu plus légers, des petits one-shots. Ça permet aussi de jouer des trucs qu'a priori on a moins de chances de jouer, en fait. Ça c'est aussi quelque chose. Et je le mettrai d'ailleurs, je vais tout de suite en parler, avec les trucs hors champ. Je trouve que c'est super cool de pouvoir faire profiter quand on a un gros univers avec plein de trucs super cool, super stylés en fait qu'on a aimé lire, de pouvoir faire profiter aux joueurs de choses que leurs personnages ne verront pas au travers de petites scènes hors champ, etc. Ben, le fait de jouer un one shot, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de suivre vos personnages que en point of view première personne de ce qu'ils vivent dans l'univers, vous leur faites jouer potentiellement le camp ennemi pendant 2 sessions. Vous leur faites jouer une faction qui finalement est peut-être pas propice au grand bac à sable. J'ai envie de dire, par exemple, vous avez envie de faire jouer à vos PJ les gardes d'une ville pendant 2 sessions. Bon bah les gardes d'une ville, ce sera dans un univers de fantasy, ce sera probablement pas, je sais pas moi, vos héros fantasy, je sais pas quoi. Vous voulez leur montrer un peu ce que c'est le quotidien des gardes de telle ville. Vous leur faites un petit one shot avec les petits gardes de cette ville. Et comme ça, plus tard en fait, quand ils joueront leurs personnages principaux dans la vraie campagne entre guillemets, ils auront expérimenté en fait d'autres endroits de l'univers et donc quand on leur en parlera, ils sauront plus vite de quoi on parle, ils comprendront mieux, plus rapidement, un peu à la manière de leurs personnages qui savent peut-être aussi ces choses-là, quoi. Donc faire des petits one-shots, des petits spin-offs aussi pendant la campagne, par exemple, si vous faites une grosse campagne dans un gros univers, bah peut-être que de temps en temps, on termine un peu un acte, il va y avoir une ellipse, à ce moment-là, vous pouvez potentiellement recaler des petits one-shots par-ci par-là pour montrer d'autres aspects de l'univers, des petits trucs cool et tout. Ça peut être un moyen d'apporter des informations de manière un petit peu plus ludique, j'ai envie de dire, que de lire. Parce que tous les joueurs n'aiment pas lire. Il y a des joueurs qui aiment lire, mais tous les joueurs n'aiment pas lire et n'aiment pas lire sur tous les univers. Par exemple, moi je sais qu'il y a des univers qui me bottent moins, donc si... par exemple, Vampire.
En ce moment, je joue une campagne de vampire. C'est vraiment beaucoup moins mon délire, vampire. Mais j'avais envie de faire cette campagne. Je me vois pas lire le lore de vampire, honnêtement. Je crois justement, on m'a fait quelques petits one-shots en amont quand il y avait un joueur qui était pas là, etc. Ça donnait des petites perspectives en plus. Vous voyez, il y a plusieurs manières d'amener de l'information. Pendant la partie, à travers, par exemple, des descriptions des, entre guillemets, cinématiques, des trucs un peu hors champ, des trucs à lire, une petite vidéo, ou faire jouer ces fameux one-shots, ces fameux spin-offs. Après, il y a une autre manière encore d'amener de l'information à laquelle je suis un petit peu moins fan, mais c'est une option. J'ai envie de vous donner des options en fait que j'utiliserai, et ce sera la fin de la vidéo, j'irai pas beaucoup plus loin. 3-4 petites options pour varier la manière d'amener l'information. Je pense que ce sont plus des alternatives que vraiment des trucs genre si vous faites ça, c'est bon. Par exemple, il y a l'idée de fournir des primers. Donc, moi, c'est ce que je fais déjà pour des Genesis, là, vu qu'on est en train d'arriver bientôt sur le début de la campagne. C'est qu'en gros, j'ai pris mon PDF de des Genesis. Et au lieu de dire, voilà, prenez le bouquin PDF, j'ai sélectionné les informations que j'avais envie de passer à mes joueurs, et je les ai découpées en plein d'autres petits PDF. Par exemple, j'ai fait un PDF par faction, un PDF par culture, un PDF par machin, par truc. Il y a aussi un PDF qui résume l'ensemble. C'est des PDF que j'ai pas fait, en fait, que j'ai trouvé dans les bouquins de base ou sur Internet, parce que l'avantage aussi de ces univers à gros background, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font des trucs amateurs, genre des hacks, ou alors des vidéos de conseils, des PDF avec des conseils, et qui partagent en fait, eux, comment ils ont présenté l'univers à leurs joueurs. Et donc en fait, je suis simplement allé pomper ce que les autres avaient fait, vous voyez. Je leur file des trucs comme ça et je leur dis, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Il y en a un qui vaudrait mieux lire, qui fait un tour d'horizon, un peu à la manière dont mes vidéos ont pu faire un tour d'horizon. Et ensuite, je leur dis, on va jouer des one-shots, et au moment de la campagne, quand vous créerez votre personnage, etc., là, vous pourrez aller dans la petite réserve archive de PDF que je vous ai mise et aller lire par exemple le PDF qui concerne la faction à laquelle vous allez appartenir. Personnellement, je trouve que l'écriture de The Genesis, même si elle peut sembler un peu cryptique, est super cool. Donc je me dis, chez mes joueurs, il y a le potentiel qu'au moins la moitié s'en serve. Une deuxième option, c'est les PNJ puits de savoir. Alors ça, je suis un petit peu moins fan, mais par petits moments, ça peut être utile. Par exemple, vous arrivez dans une nouvelle ville, vous avez un contact d'une de vos factions, d'un de vos machins, d'un de vos trucs qui vous accueille dans cette ville. Il y a un des personnages, il a un contact. Et ce contact, il va faire un petit topo de la ville au PJ. En fait, à quelques endroits stratégiques, des petits PNJ mentors, un peu, ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être problématique si ça devient un PNJ qui suit les PJ partout, ou si c'est un PNJ auquel ils ont tout le temps accès, parce qu'en fait, ça devient très vite un artifice. Dans le sens où, c'est pas que c'est un artifice, mais comment expliquer ? Avoir un PNJ puits de savoir mentor qui sait un peu tout, une sorte de Pokédex, ça revient presque à déguiser le fait que les joueurs posent des questions au MJ en transformant le MJ en un personnage qui a toutes les réponses. En fait, le problème, je trouve, c'est que ça floute un petit peu ça. Si on ressent trop cette fonction pendant la partie, pour les joueurs, c'est pas beaucoup plus fun que de poser des questions au MJ, en fait. Ça change pas grand-chose. Et pour le MJ, c'est le risque potentiellement d'avoir du mal à déterminer à un instant T. Enfin, moi, je sais que c'est le genre de truc où des fois, je peux un peu cafouiller. J'ai tendance des fois à révéler des secrets sans faire gaffe. Et là, j'aurais encore plus tendance à le faire. Parce qu'en gros, si j'ai juste noté, lui, c'est leur maître, et donc il sait plein de trucs sur l'univers, et commence à poser des questions au maître, etc., je risque de, petit à petit, de moins en moins être dans la peau du maître à force de répondre à des questions, et en parlant à travers le maître qui est censé savoir plein de choses, révéler des trucs que le maître ne devrait pas savoir dans l'univers. En gros, j'aime bien quand même quand les PNJ ont les informations que devraient avoir les 10 PNJ. Donc en inscrivant un PNJ en tant que fonction, on va dire d'un point de vue plus ludique, comme celui qui a des informations sur un peu tout, j'ai un peu peur que ce PNJ fasse un peu artificiel. Mais dans cette même idée, je pense que voilà, c'est intéressant de réfléchir un petit peu en amont à, dans le cadre de ce scénario, quel PNJ pour avoir quelles informations pertinentes pour les joueurs, etc. Si c'est bien fait, ça a l'effet inverse de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que ça va réduire le nombre de fois où les PJ vont demander au MJ des infos, parce que il y aura plusieurs PNJ dans le scénario auxquels les PJ vont pouvoir demander des infos à eux les PNJ en fait. Et donc ça va plus les amener à interagir avec l'univers pour obtenir leurs réponses plutôt qu'à poser des questions au MJ. Vous voyez ce que je veux dire ? Ensuite, il y a finalement, et je terminerai là-dessus, l'idée de aussi proposer peut-être des documents qui sont, j'ai envie de dire, in-game, c'est-à-dire par exemple des journaux, des lettres, des trucs comme ça. Donc ça, pareil, le petit problème que ça peut avoir potentiellement, ce genre de choses-là, c'est que si vous comptez là-dessus pour donner des informations en pleine partie au PJ, ça peut être un peu compliqué, parce que ça peut créer un moment où tout le monde lit dans son coin d'un seul coup. Genre, vous donnez une lettre et tout le monde doit se passer la lettre, par exemple, si on est en présentiel, ou alors il y a quelqu'un qui doit lire à voix haute la lettre, et potentiellement, si ce quelqu'un, c'est pas hyper captivant sa manière de lire la lettre, il perd l'attention des gens. Si on joue à distance, chacun ouvre un PNG avec la lettre et la lit dans son coin. Enfin, des fois, ça peut... Voilà.
il faut que ce soit bien fait, faut que ce soit bien dosé. Mais les coupures de journaux, les trucs comme ça, par contre, c'est un moyen peut-être un peu sympathique, et j'ai vu pas mal de gens mentionner cette idée, de passer des informations un peu à la manière des primers, donc à la manière d'une aide de jeu, en fait. Sauf qu'au lieu d'avoir une vue plus méta, bah ça donne le côté, genre d'une semaine sur l'autre, sur votre Discord, par exemple, vous partagez quelques news sur la ville, si c'est un truc qui se passe dans une ville, des trucs comme ça. Ça peut être un bon moyen de communiquer des informations entre les parties, avec un petit côté immersif, tout ça. Donc bref, il y avait plein d'autres choses qui ont été dites, probablement des choses qui sont intéressantes. Moi, j'en ai retenu quelques-unes, je suis allé faire un petit peu de picking là. Mais si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo précédente et les commentaires qu'il y avait sous cette vidéo, ou venir sur le Discord pour voir d'autres idées pour jouer des univers à gros background. Ce que j'ai vu aussi dans certains commentaires de la vidéo précédente, c'était des gens qui disaient le fait que un univers ait trop de trucs et trop d'informations, etc., c'est pas bien, entre guillemets. Il faut arrêter de prendre les jeux de rôle pour des romans, etc., etc., blablabla. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'en fait, on n'a pas tous la disponibilité d'esprit pour jouer à des gros jeux et des jeux à gros background, qu'on peut pas en mener 50 000 de front. Mais je trouve que c'est cool, notamment quand ces jeux vous captivent et tout. Et donc, j'espère que cette vidéo aura permis à des gens qui finalement, en fait, sont plutôt frustrés ou manquent peut-être de levier pour jouer à ce genre de jeu, aura pu leur donner des petites idées pour essayer de passer ce cap, qui est juste un cap psychologique, je crois. Hein. Mais je vous comprends quand même parce que j'ai le même. C'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt sur Bon MJ. N'hésitez pas à venir sur Tipeee si vous voulez soutenir ce qui se fait actuellement sur la chaîne. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera un premier petit podcast sur Degenesis avec, je suis content, des gens qui sont des gens de la première heure de Degenesis. Et on va parler de ce jeu. Je me doute bien que c'est un peu niche et que tout le monde n'est pas intéressé par Degenesis. Mais moi, je suis très content de faire ça. Bref, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, une petite pièce dans le chapeau du monsieur. Et je vous dis à très bientôt.